Bonjour, alors bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. Nous sommes le dimanche 30 juin et ma foi, je suis un peu sur le tard pour commencer ce nouveau vlog-là, mais c'est ça, c'était mon rythme en fin de semaine. Puis ben voilà, j'ai quand même entamé une lecture audio en cours depuis vendredi, c'est juste que j'ai pas eu le temps vraiment de vous prendre ou pris le temps de vous prendre. Ça a été une fin de semaine sociale plus qu'autre chose. J'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures, mais me voici donc pour la semaine. Alors, tout d'abord, ma lecture en cours. J'ai décidé de poursuivre ma fameuse, aventure dans tous les romans policiers de P.D. James qui mettent en scène l'enquêteur Adamsberg. Je me trompe toujours entre les deux. Non, Dalglish. Seigneur, je sais pas si je vais arrêter de me tromper. Je me trompe toujours entre, pourtant, Adamsberg de Vargas et Dalglish de P.D. James. Sont pas pareils, mais ils ont un petit quelque chose quand même en commun parce que ce sont des enquêteurs qui ont comme un petit côté un peu de poésie dans leur vie. Adam Dalglish, le fameux enquêteur de P.D. James, c'est un enquêteur et un poète. Et voilà. Et dans Adamsberg, ben, c'est simplement que c'est quelqu'un qui a une extrême sensibilité qui fait en sorte que il voit beaucoup la poésie dans les choses, même dans les côtés les plus sombres. Donc, je pense que c'est juste ça que mon cerveau fait comme lien entre les deux. Mais on revient donc à P.D. James. Et pour information, j'en avais parlé un peu avant, mais j'avais déjà lu pas mal de... Mais pas mal, peut-être 5-6 romans de P.D. James, mais plus tard dans sa série de l'enquêteur Dalglish. Et j'avais envie de commencer depuis le début parce que je les ai pas lus, puis je voulais voir un peu s'il y avait vraiment une évolution dans le personnage principal. Donc, me voici dans le second de la série qui s'intitule, ben moi je l'écoute en anglais, donc A Mind to Murder, et en français Une folie meurtrière. Et je voulais la 4e de couverture de la version française. J'en ai trouvé une qui divulgachait un peu. Bon, je suis pas encore rendue très loin, mais c'est pas grave. Mais celle-ci, elle fait juste lancer dans le fond les bases, ça va vous donner un petit peu une idée. Miss Bolam, la directrice administrative de la clinique Steen, un centre de psychothérapie des beaux quartiers de Londres, a été assassinée dans la salle des archives médicales. On la trouve au milieu des dossiers éparpillés, un burin en plein cœur et, sur la poitrine, une monstrueuse sculpture fétiche. Le commissaire Adam Dalglish du service des enquêtes criminelles, qui assistait au cocktail donné en son honneur pour son livre de poésie, est appelé d'urgence par Scotland Yard. Donc, c'est vraiment la prémisse, comme vous pouvez voir. Et dans le fond, dans cette enquête-là, en effet, on va être dans une clinique spécialisée en traitement de troubles, dans le fond, de la santé mentale et de troubles psychiatriques. Mais c'est vraiment une clinique pour ceux qui ont des sous. Par contre, on est quand même à une époque où les traitements sont encore... si j'ai bien compris, il y a encore des traitements d'électrochoc et il y a par contre des avenues qui sont plus alternatives. Donc, si j'ai bien compris, il y a aussi des traitements qui utilisent le LSD en petite dose sous supervision pour faire en sorte que les gens arrivent à aller plus loin dans leur psychothérapie. Et il y a aussi la psychothérapie traditionnelle ainsi que l'art-thérapie. Donc, c'est vraiment un gros centre. Un centre qui avant était, si je me souviens bien ou si j'ai bien compris, public, mais maintenant qui est rendu avec vraiment une clientèle plus huppée. Donc, on va se trouver là-dedans avec, bien entendu, des psychiatres, des psychologues, du personnel administratif, toutes sortes de dynamiques humaines et inhumaines entre tout ça. Et malheureusement, cette fameuse Miss Bolam qu'on va retrouver assassinée. C'est très horrible quand on la retrouve, très horrible quand elle est retrouvée, bien entendu. Et tout de suite, dans le fond, la police est mise au courant immédiatement, puis tout semble se dérouler dans le sens où, pas dérouler normalement, mais dans le sens que, dans le fond, l'équipe, le personnel semble vouloir collaborer. Donc, Adam Dalglish, qui n'avait pas vraiment prévu passer cette soirée comme ça, était prévu plus pour un lancement de son recueil de poésie, se retrouve là-bas et va mener l'enquête. Jusqu'à maintenant, c'est la première fois que je vois Adam Dalglish dans une enquête qui, pour le moment en tout cas, mais je ne suis pas rendue nécessairement très loin, je pense que je peux être rendue à 20%, quelque chose comme ça, mène une enquête de façon très polar traditionnelle, enquête traditionnelle. Donc, on est pour le moment dans une espèce de huis clos, ce qui amène un peu quand même de tension, parce qu'on est quand même dans cette espèce de clinique-là. Et le premier 20%, c'est vraiment... les interrogatoires de toutes les personnes présentes, interrogatoires croisés, on apprend des bribes d'informations sur chacune des personnes qui étaient présentes au moment où l'employé a été retrouvé. Évidemment que des pistes sont lancées à savoir que, la porte était barrée, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui était là ou on voulait faire penser que c'était quelqu'un qui était là qui est responsable du meurtre. Et ce que j'ai trouvé, c'est que c'était très...
je sais pas, c'était très carré, très cartésien. Là, c'est un peu, ça me fait vraiment penser plus à un roman policier de, comment qu'ils appellent ça, je me souviens plus, pas procédural, procédural, je pense que c'est ça le terme. Donc, où on est vraiment plus dans la mécanique des interrogatoires, la mécanique de l'enquête, avec un Adam Dalgliesh qui est là, qui est en mode écoute et qui tire un peu des conclusions, mais pas tant que ça. Donc, peut-être pas le Adam Dalgliesh que je connais dans les autres. Par contre, dans le premier, il était quand même plus comme celui que je connaissais. Donc, je trouve ça bizarre que pour le deuxième, ça s'enligne comme ça, mais peut-être que ça va. Hein? On est encore tôt. Là. Peut-être que ça va virevolter dans une autre dimension, étant donné qu'on a ce fameux personnage-là avec cette espèce de côté artistique qui côtoie le côté justice, justicier. Donc, on va voir. Jusqu'à maintenant, ça va. Je n'ai pas un engouement majeur. J'aime bien. C'est rassurant pour moi, là, ça rentre dans des cases, c'est un enchaînement d'interrogatoire, c'est bien. Mais pour le moment, j'ai pas encore eu l'espèce de petit ouh, comme quoi j'adorais vraiment ça. Puis habituellement, avec P.D. James, ça me le fait. Donc, j'espère que je serai pas déçue, mais de toute façon, je le maintiens en lecture audio pour un bout quand même, ça m'intéresse. Donc, je vais le faire. Sinon, ben, pour les lectures, j'ai des livres de bibliothèque ici. D'ailleurs, je suis allée en chercher un à la Bibli que j'ai pas eu le temps de vous montrer, donc je vous montre ça tout de suite. Me revoici. Donc, alors, c'est celui-ci. C'est Bot 9 de Derek Loffman. Et c'est chez Aventurier d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une maison d'édition ou un label. Aventurier d'ailleurs. C'est une nouvelle maison d'édition. Donc, chez Aventurier d'ailleurs. Et ça, je l'avais vu, il me semble passer chez Steph de Piketty. Donc, Piketty Bookin. Il me semble. Peut-être Rêve-ta-vie en lecteur, mais il me semble Piketty Bookin plus. Donc, ceci, et je vous lis la 4e de couverture. Un petit poisson se retrouve prisonnier dans un bocal fixé sur le corps d'un robot programmé pour aller à l'autre bout du monde. Arraché à ses fonds marins, il part pour un long et périlleux voyage. Une expédition au-delà des terres et des mers, une grande aventure pleine de dangers et de prédateurs. Ce qui m'avait attiré, c'est le côté un peu futuriste. Évidemment, on est avec un robot programmé. Et des grands moments où, évidemment, c'est un poisson, donc, puis un robot. Donc, évidemment, un poisson, ça ne peut pas parler. Puis le robot, s'il n'est pas programmé pour parler, il ne parle pas. Donc, c'est presque complètement sans texte. Et ça m'intéressait beaucoup. J'aime beaucoup les défis de BD. En fait, je pense que c'est complètement sans texte. J'essaie juste de voir. Je pense que c'est sans texte jusqu'au bout. Oui! C'est une BD sans texte complètement. Yeah! Alors ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, voilà. Donc, le défi, je trouve qu'il est toujours un peu grand. Là, vous avez vu une des planches. Je vais essayer de voir si je peux en trouver une autre qui est un petit peu plus... c'est bien, on a quand même une belle... un beau travail sur ici le focus. Je ne sais pas si vous voyez. On a différentes perspectives puis différents angles sur les personnages. Donc, ça va se lire très vite. Donc, je vais sans doute la lire cette semaine, évidemment, puis je vous en parlerai. Bien curieuse de découvrir ça. Ça va être mon premier titre chez Les Aventuriers d'ailleurs. Puis je pense que les racontages de M. Perrault que j'ai là, c'est également un titre de cette édition-là. Mais je vous en reparlerai. Donc voilà. Et voilà pour cette ouverture de vlog. Et ben voilà, nous autres, tout ce qu'on a à se dire, c'est comme d'habitude. Vous êtes habitués. Allez, on se lance ça!
ce mardi, pardon, 2 juillet, je suis en congé exceptionnellement et il fait très chaud. Et je voulais en fait vous parler de mes lectures terminées. J'en ai quand même quelques-unes, mais là-dedans, il y a des BD. Mais je l'ai dehors. Mais là, c'est vraiment chaud. Donc, d'où ma face un peu. Et je vais être à l'intérieur. Donc, c'est comme ça. C'est pas grave, je me reprendrai une autre fois. Alors, tout d'abord, j'ai terminé le fameux A Mind to Murder de P.D. James. Et, écoutez, ça a été finalement une bonne lecture grâce, en fait, au dernier tiers. Donc, si jamais vous lisez, sachez que les choses prennent un autre rythme et une autre perspective à partir de ce moment-là. Et là, on retrouve un peu plus le Dalgliesh que je connais, qui se pose plus de questions, qui a un peu plus d'introspection et tout ça. Donc, ça m'a bien fait plaisir. Ça reste quand même pour moi un P.D. James particulièrement traditionnel, donc sans nécessairement de grand éclat. Par contre, oui, à la fin, il y a beaucoup de... on explore beaucoup de pistes en même temps. Le lecteur est un peu amené dans des avenues qui sont peut-être les bonnes ou peut-être pas. Et il y a quand même plusieurs revirements de situation jusqu'à la toute fin. Donc, c'est vraiment plaisant. Heureusement qu'il y a eu ce dernier tiers-là. Voyez-vous, je suis même allée jusqu'à mettre 4 étoiles sur 5. Très bonne lecture. Mais jusqu'au dernier tiers, c'était pas le cas. C'est vraiment parce que j'aime le personnage de Dalgliesh, j'aime la plume de P.D. James habituellement. Et puis que là, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui allait se passer, que je me suis accrochée. Et heureusement, parce que finalement, ça valait le coup. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur l'intrigue, mais c'est sûr qu'on va naviguer en eau qui, dans le fond, à première vue, pourrait sembler, vraiment inextricablement lié au contexte en tant que tel, qui est une clinique de soutien en psychiatrie. Et en fait, finalement, le focus va se faire quand même, comme la plupart du temps dans les romans de P.D. James, sur l'humain dans tout ça. Donc, l'humain et ses failles, l'humain et ses tentations, l'humain et ses dérives. Et j'avais peur un peu qu'on aille justement dans le côté... vu qu'il est en traitement psychiatrique, c'est sûr que cette personne-là va être nécessairement plus susceptible d'avoir eu une dérive qui est allée trop loin. Et puis finalement, grâce au fameux interrogatoire dont je vous parlais, qui est comme hyper cartésien, super poussé, on en apprend de plus en plus sur toutes les personnes potentiellement qui tournent autour de cette clinique-là. Et on finit par tranquillement découvrir que peut-être que tout n'est pas aussi lisse qu'il y paraît. Alors c'est sûr que si c'est votre premier P.D. James, peut-être que c'est peut-être pas le meilleur pour commencer. Je pense que, moi, c'est vraiment parce que je voulais lire dans l'ordre puis je veux voir qu'est-ce qui va se passer avec l'évolution de Dalgliesh. Ça se termine quand même sur une ouverture puis sur quelque chose qui, si je me souviens bien, quand j'avais commencé mon premier P.D. James à l'époque, je pense que c'était comme le tome 7 ou 8 de la série, c'était quelque chose dans la vie personnelle de Dalgliesh, puis là, on dirait que je suis comme « Ah, OK, ça vient de là ». Donc, tu sais, je pense que tranquillement, on est en train de planter les bases. C'est sûr que je vais quand même continuer à lire le tome 3 et la suite. J'espère quand même que ça va, plus ça va aller, puis plus ça va se diriger vers le style que j'ai vraiment beaucoup aimé dans les P.D. James un petit peu plus tardifs. Mais sinon, c'est sûr que je m'accroche quand même au personnage. On l'aime bien. Dans celui-là, comme je vous dis, il n'est pas particulièrement attachant. Vers la fin, il nous apparaît plus humain, plus incarné en dehors de son rôle de policier. Puis on comprend un peu plus, en fait, comment ça se fait qu'il est considéré comme un super bon policier avec beaucoup d'intuition et tout. Donc ça, c'est super plaisant dans le fond parce que, c'est ça qui fait que j'aimais finalement Dalgliesh. Mais c'est sûr que si on se fie juste au début, comme je vous disais, ça semble plus comme un bon exercice de style de polar traditionnel. Très bien fait. Mais s'il n'y avait pas eu le dernier tiers, comme je vous dis, moi, ça n'aurait pas fait la différence. Mais là, je le maintiens quand même dans mes bonnes lectures de P.D. James. Assez jasé sur tout ça. Maintenant, je vais vous parler d'un petit blitz de BD que j'ai fait, puisque ça me tentait. Et j'ai découvert 3 BD, finalement, ce matin. Donc, tout d'abord, j'ai commencé par une suggestion que j'ai vue passer chez la chouette bibliothécaire sur Instagram. Je vous en parle souvent. C'est du jeunesse. On est vraiment dans première BD. On est la plupart du temps dans une page, un gag, peut-être 1 à 2 pages, un gag. Donc, on n'est pas dans une histoire suivie. Mais je vais vous lire la 4e de photo. Donc, c'est le fameux Nunuche. Le Nunuche, sage comme un nuage de Guillaume Bianco et Marie Kirasquette. C'est chez Dargaud. Et à l'arrière, on dit « Mieux qu'un crocodile, qu'un tigre ou qu'un hippopotame, qui n'a jamais rêvé d'avoir un petit chien tout doux à câliner, à aimer et à dresser? Mais ça, ce n'est pas de tout repos, car quel nunuche! Alors, il faut d'abord dire que nunuche, en Europe, ça veut dire un petit peu niais, mais non. Et bien, dans le fond, on va suivre cette fameuse petite fille qui va vouloir... Je me souviens même pas si on connaît son nom. J'ai
petit moment de blanc. Donc, c'est ça, je sais pas, le nom de la petite fille ne me revient pas nécessairement, mais c'est vraiment focusé sur le petit chien. Je vais donner un petit peu un exemple. J'aime quand même bien. Habituellement, c'est des 4 cases. Ça peut aller jusqu'à des 6 cases, comme ça ici. Et c'est vraiment des mésaventures d'avoir un petit chou à la maison. Qu'est-ce qu'on apprend? On pense qu'on va être super sévère, finalement. Est-ce qu'on va vraiment l'être? Couche dans le panier, essaye de ne pas faire des pipis dans la maison et tout. Puis c'est vraiment mignon. Voyez-vous, il y a aussi ce genre de composition-là qui est sur 2 pages, comme je dis, le maximum. Ça, c'est 100 cases, mais la plupart du temps, c'est des cases quand même... c'est des cases qui sont quand même bien définies. Là. Mais voyez-vous, je pense qu'il y en a plus que ce que je pensais qui était en 4... en 2 pages, mais vous voyez un petit peu les cases définies. Donc, on va avoir, évidemment, un beau moment passé dans l'imaginaire de l'enfance, l'attachement qui va se créer avec l'animal de compagnie, les mésaventures, comment on fait pour gérer tout ça, comment on fait pour garder le sourire. La petite fille, à un moment donné, elle dit « Ah, je ne vais pas laisser à la maison. » Elle cache dans son cartable pour la porter à l'école et tout ça. C'est vraiment mignon. C'est très, très, très... c'est très bien fait. C'est très bienveillant. En même temps, il y a des petites choses qui sont un petit peu coquines, puis c'est quand même sympathique. On l'aime bien, finalement, Nunuche, le chien, qu'on sait pas trop, finalement, si c'est un mâle ou une femelle. Il semble dire à la petite fille que c'est pas clair pour les organes génitaux. Et puis, on l'aime. On sent qu'il y a un grand amour, comme je vous dis, des animaux en tant que tels, pas juste des animaux de compagnie. Donc, on sent vraiment qu'il y a comme un souci de ça. Puis, on va voir la petite fille grandir dans tout ça, dans le sens où elle va apprendre des choses, sur elle-même, elle va apprendre des choses sur la relation à un chien qui a absolument besoin qu'on soit là pour survivre, parce que le chien, sinon, il va se laisser mourir. Donc, très, très mignon. Je dirais qu'il y a du texte, mais pas beaucoup, donc on peut quand même aborder ça à la limite avec accompagnement, je dirais, dès 4 ans, potentiellement. Mais attention, c'est sûr que là, si vous êtes dans une famille qui ne voulait pas avoir de chien, c'est dangereux parce que c'est sûr que quand on finit ça, je pense qu'un enfant va nécessairement avoir envie d'avoir un animal de compagnie. Mais ça pourrait être une bonne façon aussi, par la bande puis par le rire, de dire, ben, on accueille un nouveau chien puis regardez qu'est-ce que ça peut être. Mais on sent quand même la bonne relation entre l'enfant et le chien. Donc, très mignon. Il y a un second tome qui arrive, puis à la fin, on comprend que ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il y a aussi un chat qui est là, qui n'est pas accueilli par la petite fille, qui est comme un peu sa terreur du soir. C'est un chat qui vit à l'extérieur, puis qui fait juste comme s'installer dans la fenêtre de la chambre de la petite fille, puis il l'observe. Elle l'appelle Monsieur Petrovitch. Je sais pas si on le voit bien, mais... Puis dans le fond, elle dit là-dedans que les fenêtres des maisons, ce sont les télés des chats. Et sans vous divulgacher, mais ce chat-là n'a pas l'air de partir finalement pour la suite. À la fin, il y a comme un petit revirement de situation. Puis je pense que dans le tome 2, il va y avoir Nunuche et peut-être Monsieur Petrovitch. Donc, très chouette lecture, ça vaut le coup de découvrir ça, c'est vraiment pour les tout petits. On va rester dans les BD qui sont abordables. Ceux-là, par contre, il n'y a pas de texte, mais fait que oui, on pourrait l'aborder avec des tout petits, dans le sens qu'ils peuvent le lire même par eux-mêmes. Mais par contre, ça aborde quand même des sujets qui demandent un peu de réflexion, donc je ne sais pas jusqu'à quel point on peut aller si jeune, mais pourquoi pas le tester, là, c'est pas traumatisant ou rien. Donc, c'est le fameux Botte Neuf. Je pense que j'en ai parlé au début de ce vlog-ci. Je pense que oui, parce que je suis allée chercher à la bibliothèque en fin de semaine. Donc, je ne vous relirai pas la 4e, mais dans le fond, j'avais fait un petit résumé. Mais en gros, on va vraiment être... J'ai lu aussi la partie à l'arrière qui est le carnet de création. On est dans un monde où l'humain a comme un peu dérivé encore une fois. Donc, il y a des humains, mais on sent que bon, il y a beaucoup de pollution. On voit des fonds marins, ben, des villes englouties, comme là, ça ici. La couverture, c'est sous l'eau, donc on imagine qu'il y a potentiellement eu des dérèglements climatiques qui ont fait en sorte que des villes ont été englouties. On perçoit qu'il y a des problématiques de pêche abusive, de déversement de déchets dans l'océan et tout ça. Mais c'est quand même en arrière-fond, ce qu'on comprend dans la narration, c'est qu'on va suivre un grand-père qui est un peu inventif. Et on comprend pas trop, il a l'air de vouloir toujours créer des robots qui sont déterminés, qui ont comme un but qu'on ne sait pas trop au départ, puis qui ont toujours un animal dans le bocal qui leur sert de tête. Donc, dans le fond, là, ça va être un petit poisson qui va être pris dans cette situation-là. Mais il y a de l'eau, je vous rassure, il est quand même correct. Mais, puis le grand-père le nourrit avant là, de faire ça. Mais éventuellement, quand ils vont marcher, ils vont se rendre compte que ça semble pas être le premier robot qui a été fait. Je ne sais pas si je peux vous en montrer. Je vais voir.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu sais, c'est pas nécessairement les premières expériences, comme vous pouvez voir. Donc là, on se demande un peu qu'est-ce qui va se passer. Puis on va voir, dans le fond, le robot passer à travers les yeux du poisson. Donc, c'est vraiment du point de vue du poisson qui est dans le robot, qui va voir un monde qu'il n'a jamais vu parce qu'évidemment, il habitait sous l'eau. Et le robot va également retourner sous la mer. Au début, on se demande pourquoi, puis finalement, on comprend vers la fin qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il est allé sous la mer? Parce qu'il va refaire surface éventuellement. Il va avoir plusieurs péripéties, il va avoir plusieurs entraves. C'est par le biais du moment où on est sous la mer qu'on comprend le contexte un peu écologique qui est là. Et à la fin, il y a un super doux revirement de situation et on comprend enfin quelle est la fonction du robot. C'est super mignon. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis je trouve que de faire tout ça en sans texte, c'est assez impressionnant. Voyez-vous, ben ça, c'est un des trucs qui montre un peu la pêche allusive. Puis, j'ai découvert qu'en fait, c'est un BDiste, je ne savais même pas, Derek Luffman. C'est un BDiste ontarien, donc c'est un BDiste canadien, canadien anglophone. Donc, il vient de London, Ontario. Puis, il a fait d'autres BD traduites en français, Pilleur de ruines et La sorcière de Wickerson. Si je trouve les vignettes, je vais vous les mettre. Mais celui-là, c'est vraiment cool. Puis, dans le fond, c'est décrit comme But Nine est une histoire d'espoir, mais aussi de réalité du monde et de l'impact que nous avons sur lui. Ça, c'est l'espèce d'argumentaire d'adulte, mais c'est vraiment intéressant de... ce qui est original, dans le fond, c'est le point de vue du personnage principal, qui est le poisson. Donc, ça va être à travers ses yeux à lui, qui c'est pas des yeux humains, qui va regarder qu'est-ce qui va se passer. Il va regarder comment l'humain agit, puis comprendre à sa manière avec lui et à sa manière. Puis comme c'est un sans-texte, bien, on n'a pas de certitude complètement sur est-ce qu'on a bien compris. Donc, super intéressant. Toujours bien de se lancer dans des BD sans texte comme ça. Ça a l'air d'être facile, mais c'est vraiment pas facile. Il faut que la scénarisation soit faite correctement, que le découpage soit super efficace pour qu'on comprenne la structure du récit. Puis, pour information, pour peut-être les parents qui auraient peur, si jamais un jeune lit ça, de dire « Ouais, mais là, il n'y a pas de texte ». Une BD sans texte, ça aide aussi à comprendre le récit. Donc, en fait, même s'il n'y a pas de texte, le principe de suivre une histoire qui est en linéaire, même si là, elle est découpée justement en mode bande dessinée, être capable de suivre le personnage, de comprendre les péripéties et la structure du récit, c'est super important comme apprentissage. Donc, sachez que si c'est pas avec du texte, de toute façon, en plus de vraiment avoir un moment, passer un super beau moment de lecture et tout ça, des BD sans texte, c'est non seulement, on va dire, pratique pour les tout-petits, mais c'est super utile. Puis c'est absolument hyper joyeux puis hyper ludique. Donc, vous n'avez pas le plaisir d'avoir des BD comme ça à la maison. Moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Puis ici, ouvertement, en fait, inspiré, l'auteur dit que c'est ouvertement inspiré des films de Miyazaki. Donc, pour avoir l'idée un peu du vieux personnage qui crée un peu les robots. Donc, ben voilà. Donc, super chouette découverte en sans texte, donc accessible à tout le monde. Enfants, adultes qui sont à l'aise ou pas avec le texte, on peut le lire sans texte. Et finalement, je vais vous parler de Les racontages de M. Perrault, le tome 1. Le sous-titre, c'est Notes d'automne. Et là, je vous disais qu'il était chez Aventurier d'ailleurs, comme le But 9 d'ailleurs, que je vous ai pas dit. Mais non, en fait, il est chez Dargo. Donc, je me suis vraiment mélangée. C'est une autre série qui est chez Aventurier d'ailleurs. C'est des relectures de contes. Puis c'est pour ça que je me suis mélangée, parce que ça ici, c'est une BD qui se repasse un peu dans un univers où il y aurait des personnages de contes qui ont une autre histoire, ou en fait, ils ont des caractéristiques qu'on connaît, mais qui vivent une seconde vie, on va dire. Et c'est super intéressant. C'est presque un coup de cœur. J'ai adoré ça. Donc, je vais quand même vous rafraîchir la mémoire, parce que celui-là, je pense pas que je vous l'ai lu dans ce vlog-ci, la 4e. Donc, c'est parti. Monsieur Perrault vient d'être muté à l'école Belle-Épine, aux confins des 5 royaumes. Dans cette contrée, les habitants semblent tout droit sortis de contes de fées. En s'adaptant à cette étrangeté, M. Perrault va se révéler le plus extraordinaire des enseignants. Voici ses racontages. Et comme personnage, on va voir ce qui vont être en fait les 3 petits cochons, donc qui pue, qui bave et qui pète. On va voir Hansel et Gretel, mais qui sont Hansel et Bretzel, qui sont des grands gourmands, frères et sœurs. Greta, le chaperon rouge. Garou, Garou, le loup-garou, qui est un peu plus comme un Mowgli, disons, quand dans le livre de la jungle, donc c'est un humain qui a été élevé parmi les loups. Monsieur Perrault, évidemment, donc Charles Perrault. Narcolette, Narcolepsie, La Belle au bois dormant. Anne de Peau-d'Âne. Et Flamèche, la petite fille aux allumettes, qui est vraiment une pyromane avertie. Tartarin,
qui est sans doute petite référence au théâtre, mais Tartarin qui est le Pinocchio dans le fond, et Chachou, que je me souviens plus si ça fait référence à quoi, mais je vais vous montrer quand même les personnages, ça vaut la peine, je vais vous les laisser regarder un petit peu, voyez-vous, c'est super chouette. Donc ça, c'est la galerie de personnages au départ, puis j'ai regardé, puis ça va être en 4 saisons. Donc ça, c'est l'automne, la rentrée scolaire, et on va suivre, dans le fond, Monsieur Perrault qui arrive là, à cet endroit-là, et qui, pour lui, c'est un nouveau poste, donc il commence l'enseignement et tout, puis il n'est pas trop sûr de se retrouver, c'est comme dans une forêt un peu étrange, mais bon, finalement, il finit par se retrouver et tout, il est plein de ressources, puis là, il arrive à l'école, puis il est vraiment émerveillé par les talents, puis les caractéristiques, en fait, les caractères des enfants. Mais tout au long de la BD, M. Perrault va pas... En fait, c'est nous, lecteurs, on comprend que c'est des personnages de contes de fées, mais adaptés. Mais pour lui, c'est juste des enfants qui ont des caractères particuliers, des histoires particulières. Fait que c'est super intéressant parce que là, il y a l'espèce de lecture double. Donc, pour lui, c'est qu'il va les voir comme des humains, comme des êtres humains, comme... il va pas les enfermer dans l'étiquette de contes de fées, de leur histoire de contes de fées. Et puis, c'est ça qui est super intéressant. Puis, ça va se présenter sous forme de petites notes, petits cahiers de classe, dans le fond. Donc, on a des histoires qui font souvent 3-4 pages. Comme là, ici, par exemple, voyez-vous, ici, on a en haut « Rentrée scolaire ». Puis, ça va durer 3-4 pages. Puis, on va arriver, c'est comme si c'était des entrées de journaux intimes, de carnet de bord, en fait. Ici, mission vocabulaire. Donc, on a une autre mission qui commence ici. C'est super intéressant. L'univers visuel qui est dans des tons automnaux est super intéressant. Les personnages sont vraiment bien incarnés. Le seul que j'ai un peu vraiment eu connaissance, c'est Peau d'Anne, mais peut-être, c'est Anne en fait, mais je sais pas, peut-être qu'elle dans les prochains, elle va être plus présente. Elle est là, mais c'est comme si on interagit moins avec elle. J'ai vraiment trouvé ça super. Quelle agilité dans la relecture de contes. On va aller chercher l'essentiel, mais on s'enferme pas là-dedans. Le petit chaperon rouge s'appelle Greta, c'est un peu une insufferable know-it-all. C'est comme une Hermione dans Harry Potter qui veut bien faire, mais qui est comme toujours un peu à se mettre de l'avant. Et va se lier d'amitié avec le fameux, comment il s'appelle? Garou, qui parle pas. Les 3 petits cochons sont dégoûtants parce que, comme le dit leur nom, ils puent, ils pètent et ils bavent, donc c'est pas particulièrement ragoûtant. Donc oui, les 3 petits cochons, on sent qu'ils ont des forces, qu'à un moment donné, le fait qu'ils ont du flair vont faire en sorte qu'ils vont finir par sauver un de leurs camarades. Mais au départ, on rigole parce que c'est vraiment, ils ont des comportements complètement dégoûtants. La fameuse narcolette qui est toujours partie dans ses grands sommeils, mais qui se réveille souvent à des moments tout à fait opportuns. Hansel et Bretzel qui ont, je pense, juste à manger, c'est excellent. Autant ça peut avoir l'air gros quand je vous dis ça comme ça, mais non, c'est fait avec finesse. Fait que dans le fond, il prend vraiment un trait. Tu sais, dans le fond, Hansel et Gretel, mais c'est sûr qu'ils vont trouver une maison à bonbons puis ils vont bouffer. Fait que je pense que il s'est basé un peu là-dessus puis il se disait, ben mettons, si Hansel et Gretel avaient continué à manger des bonbons, ben, peut-être qu'en fait, c'est juste des grands gourmands. Donc, c'est drôle parce que c'est vraiment... C'est comme tu changes d'angle pour chacun des contes puis tu disais comment ça se fait que ce personnage-là est potentiellement comme ça. Donc, je trouve ça super intéressant. On a le fameux Pinocchio, Tartarin, qui a un nez en carotte puis qui, évidemment, son nez allonge tranquillement. Mais sa vraie histoire, il la raconte, mais les gens ne la croient pas. Fait que c'est super intéressant. Ça mêle aussi, évidemment, des contes qui ne sont pas représentés par leurs personnages principaux. Donc, un peu le garçon qui crie au loup des fois ou tout ça. Vraiment chouette, comme découvrez ça, c'est savoureux. J'ai vu que le tome 2 était sorti en Europe ou va sortir bientôt en Europe. J'ai juste hâte qu'il arrive ici au Québec. C'est vraiment ma découverte de la semaine. Donc, allez-y, ça vaut le coup. On veut tous avoir M. Perrault comme professeur. Puis vraiment, gênez-vous pas pour vous lancer dans ces fameux petits racontages-là. Je m'attendais pas à aimer ça tant que ça. Mais vraiment, quel talent. L'auteur, c'est Pug, je pense. Oui. L'auteur, c'est Pug et les dessins sont de Stéphanie Léon. Puis je pense que ces deux-là ensemble, ça fait vraiment une grosse différence. Donc, autant Pug, il y a la scénarisation puis la verve, puis le côté relecture à la fois humoristique mais tendre et juste. Mais Stéphanie Léon, ben, elle met vraiment toute l'ambiance évocatrice. Puis tu sais, c'était un peu grinçant quand même, c'était un peu sombre, mais en même temps, c'est pas non plus
on reste dans la bienveillance. Donc, en tout cas, c'est vraiment parfait. Je vais arrêter de vous en parler, mais vraiment, ça vaut le coup. Alors, sur ces bonnes paroles, et maintenant que vous avez entendu depuis un certain moment le beau fond de tondeuse à gazon, n'est-ce pas? Parce que, ben oui, on est l'été. Ben, je vais vous dire à tout bientôt. J'ai aucune idée. Aujourd'hui, là, on est déjà mal avancé dans l'après-midi. Je ne savais pas si j'avais le goût d'aller me promener ou pas, donc ça se peut que je fasse juste comme relaxer après avoir terminé mon livre audio, qui était comme un peu moyen, donc je sais pas trop. Ben, il était correct, mais c'était pas comme un coup de cœur, donc je sais pas si je vais me lancer dans un autre roman audio que je pourrais peut-être terminer d'ici vendredi. Je sais pas trop, mais si c'est le cas, je vais peut-être aller me promener un peu pour, je sais pas, peut-être que je pourrais aller voir dans une petite librairie, on ne sait jamais. Mais de toute façon, je vais vous emmener avec moi au besoin. Puis sinon, ben, on se revoit cette semaine de toute façon. Allez, à tout bientôt! Hey, bonjour! Alors, je vais faire un petit coucou rapide pour vous annoncer ma nouvelle lecture en cours. Finalement, j'ai pas hésité si longtemps que ça. C'est-à-dire que j'avais vu passer sur le compte de Madame Chachali une lecture qui m'intriguait depuis un moment. C'est-à-dire le plus récent opus de Morgane Audic, qui est, je vais me référer au titre « Personne ne meurt à Longyearbyen ». Donc, c'est un roman qui se déroule en Norvège, mais plus particulièrement sur les îles qui sont dans la mer qui est en haut, au nord de la Norvège et qui un peu se trouve entre la Norvège et la Russie. Et je voulais la 4e de couverture. 2 corps de femmes sont retrouvés à plus d'1 millier de kilomètres l'un de l'autre, dans l'archipel de Svalbard, près de Longyearbyen et en Norvège continentale aux îles Lofoten. Les victimes s'intéressaient de près à la biologie marine. 2 enquêteurs atypiques, Lottie Svanvik et Niels Madsen, se retrouvent embarqués dans le sillage sanglant d'un tueur aux motivations surprenantes. Ça avait l'air un peu sanglant, mais ça fait longtemps que la plume de Morgane Audic dans le fond, attise ma curiosité. Et étrangement, c'est drôle parce que quand j'ai écouté Madame Chachali en parler, elle a aimé ça, mais elle a quand même trouvé qu'elle avait moins embarqué un peu dans ce tome-là que dans les autres opus de Morgane Audic, parce qu'elle disait que c'était un peu trop politique. C'est comme écologico-politique, en plus d'être une enquête, puis que le politique, ça l'intéressait un peu moins, ou en tout cas, elle se sentait un peu moins à l'aise dans cette dynamique-là. Or, moi, ça m'intéresse, et ça me dérange pas quand je connais pas nécessairement le contexte, j'aime bien ça. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, ça le fait. Je vous dis, je l'ai commencé hier, alors que j'étais encore en congé. Je l'ai commencé, je l'avais en livre audio. Je n'arrivais pas à l'avoir en livre numérique parce qu'il y avait un bug avec la plateforme sur laquelle j'emprunte mes livres de bibliothèque en numérique. Et juste comme hier soir, en fait, j'ai lu à peu près 50%. J'ai écouté à peu près 50% du livre juste comme en un bout d'après-midi puis de soirée. Puis, dans le fond, aujourd'hui, j'en ai écouté ce matin, j'en écoute à mes pauses. J'ai vraiment hâte de le terminer parce que, en fait, c'est vraiment haletant. J'aime beaucoup ça. C'est la structure un peu classique quand même d'un polar nordique dans le sens où dans ce cas-ci, on va suivre en effet Lottie et l'autre qu'on va plus appeler Madsen, qui est donc Lottie qui est une enquêtrice officielle, dans le fond, qui a, pour des raisons personnelles, été s'installer dans ces espèces d'îles reculées-là. C'est aussi une enquêtrice qui souffre d'anxiété très, très forte, donc fait des crises de panique. Donc ça, c'est spécial, puis c'est le fun, parce que c'est rare qu'on voit ça. Puis on pourrait se dire qu'elle n'est pas à sa place dans ce métier-là, mais enfin, moi, ça, je trouve ça super intéressant aussi, des gens partants comme personnage. Donc un personnage avec des failles, mais un personnage qui essaie quand même de poursuivre un peu sa quête, en fait, qui est liée à son travail, mais aussi à ses convictions. Et le fameux Madsen, qui est un journaliste, mais qui est un ancien reporter de guerre, qui a vécu des choses pas nécessairement évidentes, et qui, lui, va enquêter sur le décès d'une de ses amies, une de ses anciennes collègues, qui est annoncé comme un suicide. Et lui, on va le suivre, dans le fond, dans son enquête par rapport à ça, et on va suivre Lottie qui enquête sur la mort d'une jeune femme qui était une biologiste marine qui a été trouvée, dans le fond, dévorée par un ours dans un endroit un peu sordide, et qui se trouve aussi à la frontière, mais en fait sur une île qui est occupée par à la fois la Norvège et la Russie. Donc les 2 pays peuvent exploiter des choses. Donc il y a aussi des exploitants russes qui sont là. Donc les personnes qui ont découvert le corps, c'est 2 gardes de sécurité qui s'occupent du bâtiment russe qui est sur l'île. Donc on va suivre ces 2 voies-là et c'est haletant dès le départ. Donc
c'est peut-être pas une plume qui a un style particulier. Donc, je dirais que c'est un style utilitaire, un style efficace, un style haletant. Donc, on n'est pas nécessairement, bon, dans le fond, la seule agilité que je pourrais trouver, c'est que justement, c'est une plume agile. Mais c'est sûr qu'on est vraiment dans l'utilitaire. Ne cherchez pas de la stylistique là-dedans. Mais jusqu'à maintenant, j'ai vraiment bien embarqué. Et puis oui, on sent qu'il y a le côté vraiment... on sent qu'il y a des enjeux écologiques qui sont là, des enjeux politiques cachés, des enjeux de droits des animaux, mais aussi d'omerta et tout ça. Donc, c'est super bien fait jusqu'à maintenant. Puis, ben, j'ai bien hâte de vous en parler un peu plus quand je vais avoir terminé, mais à mon avis, je ne pourrais pas vous dire grand-chose de l'intrigue parce que c'est un thriller, puis que dès le départ, on sent que ça va aller assez rapidement, donc un rythme rapide. Et bien entendu qu'on a l'impression, puis c'est déjà indiqué dans la 4e, on sent que ces deux voies-là vont potentiellement inextricablement, ou plutôt pas inextricablement, inévitablement se croiser. C'est un peu la formule dans les polars nordiques. Mais cette fois-ci, on n'est pas en deux temporalités, on est vraiment juste dans deux voies d'enquête. Ça me faisait un peu penser à John Near Horst. En fait, c'est vraiment ça. Puis si je ne me trompe pas, John Near Horst est un Norvégien. Morgan Audic, par contre, je pense que c'est un auteur français. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment une structure qui est plutôt typique de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. C'est ma lecture en cours. Je pense que je vais la dégommer rapidement. J'ai l'impression que je vais la finir en 24 heures. Donc je vais encore être devant le questionnement à savoir est-ce que je lis un autre roman. Mais là, je vais voir. Là, la semaine avance quand même au niveau contenu du vlog. Mais bref, voilà. Je vais vous faire juste un petit topo rapide sur ma lecture en cours. Alors, à tout de suite. Hey, bonjour. Alors, je vous prends en direct du dehors avec potentiellement un fond sonore qui, j'espère, sera pas trop dérangeant pour vous. Parce que j'avais envie d'être dehors, puis qu'il fait chaud, mais il vente, puis là, on est bien. Fait que j'avais envie de changer un peu de l'air. Et, ben écoutez, finalement, en fin de journée, après le boulot, j'ai décidé de faire un blitz et j'ai terminé ma fameuse lecture en cours. Donc, le Morgan Audic. Je crois que si personne ne meurt à Longyearbyen, il me semble, je vais vous mettre la vignette de toute façon. Et ma foi, c'était vraiment haletant jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé ça. Ça a été presque un coup de cœur, sauf que peut-être à la fin, j'ai eu un petit bémol, mais comme je vous dis, je ne pourrais pas vous dire un peu plus concernant exactement l'intrigue. J'en ai déjà dit pas mal, donc c'est quand même la structure, comme je vous disais, qui est un peu typique des polars nordiques, donc des polars norvégiens, en tout cas, de que j'ai lu, même si celui-ci, je vous confirme que l'auteur, c'est un auteur français. Donc, 2 enquêtes en parallèle qui sont menées par des enquêteurs, une officielle puis un journaliste, et qui éventuellement, on va comme comprendre que même si c'est pas du tout au même lieu, donc il y en a vraiment une qui se passe sur l'île qui est complètement au nord, comme je vous disais, de la Norvège, entre la Norvège et la Russie. Puis il y a une autre enquête qui se déroule le long de la côte de la Norvège, qui fait un peu comme face à cette espèce d'île-là, mais qui est quand même très loin. Là, donc on n'est pas vraiment dans des endroits qui sont limitrophes. Écoutez, ça a été un thriller jusqu'à la fin, un suspense. J'avais absolument pas vu venir ça. Je me suis demandé si c'est moi qui n'avais pas porté attention, mais je pense pas. En fait, on a choisi que tout se règle dans l'épilogue. Donc, je vous le dis. Jusqu'à la toute fin, on est tenu en haleine concernant les déductions qu'on pouvait avoir ou qu'on pense que ce qui peut s'être passé finalement. Et tu vas nous être révélé finalement, la plupart des boucles vont se boucler. Là, il y a quelques trucs quand même qui restent un peu flous, mais c'est correct. Et j'ai beaucoup apprécié. C'était quand même un défi, je pense, de faire un thriller qui était écolo-géopolitique. Moi, comme je vous dis, cette dimension-là, je l'ai beaucoup aimée. J'ai pas trouvé qu'elle était complètement envahissante parce que j'ai quand même trouvé qu'on en apprenait beaucoup sur l'humain, en fait, là-dedans, l'humain, les personnages. Mais en même temps, c'est sûr que le contexte était important. Puis il était un peu comme un personnage de l'enquête. Donc, c'est comme important qu'on ait certaines parties de notions qui sont liées à l'écologie et à la situation géopolitique dans ce coin-là. Également concernant les relations internationales aussi à cette époque-ci. Donc, entre certaines parties potentiellement impliquées. Donc, dans ce cas-ci, potentiellement la Norvège, la Russie et d'autres pays potentiellement, je ne vais pas vous en dire, je dis potentiellement plein, mais c'est parce que je ne veux pas trop vous cacher. Comme je vous dis, qu'est-ce que j'ai aimé? Bon, écoutez, écriture utilitaire et efficace, un rythme vraiment haletant, un rythme rapide, une intrigue qui est assez dynamique finalement, même si on a quand même beaucoup de mise en contexte. Les chapitres sont assez courts.
on passe d'un point de vue à l'autre, mais on n'a pas l'impression nécessairement que c'est systématique ou répétitif. Donc, je ne sais pas nécessairement toujours le point de vue de Lottie et ensuite le point de vue de Madsen. Les trucs se dévoilent par petites touches, mais il y a vraiment un coup d'accélérateur super important dans comme le dernier quart. Et c'est peut-être juste ça mon petit bémol, c'est que ça s'est quand même terminé avec, pour moi comme lectrice, un sentiment d'incompétence. Donc, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais peut-être soit pas vu passer ou pas eu accès à certains éléments potentiels qui auraient pu me donner au moins une idée de où ça pouvait s'en aller. En même temps, j'aime beaucoup ça quand je sais pas trop où ça s'en va, puis quand je me fais barouetter et tout ça. Donc, j'aime ça. C'est juste que là, j'ai l'impression que même quelqu'un qui est un peu plus aguerri, peut-être, aurait pu se plaindre de dire « j'ai pas eu tous les éléments ». En ça me faisait un peu penser à une structure presque de Hercule Poirot, dans le sens où on a vraiment comme... On avance dans l'enquête, puis à la fin, il y a comme un déroulement final. La seule différence, bien entendu, c'est que c'est pas un huis clos. Désolée pour le son, ça s'est rapproché. J'espère que ça sera pas trop affreux pour vous. Donc, c'est pas un huis clos, c'est pas qu'on ramène qu'on rassemble tous les gens qui sont potentiellement impliqués dans une seule pièce, puis que là, après ça, on décide qu'on leur explique que c'est peut-être eux le coupable, mais on n'est pas sûr. Donc, c'est pas ça, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est vraiment dévoilé à la toute fin. Puis dans les Agatha Christie, il y a aussi des moments où elle fait exprès, en fait, elle dit pas tout au lecteur. Donc, c'est une narratrice pas fiable. Donc, dans ce cas-ci, c'est un peu ça. Il y a certaines affaires qu'on ne pouvait peut-être pas savoir. En même temps, j'ai quand même eu des pistes qui ont fait un petit bout de chemin dans ma tête, mais c'est jamais allé dans la bonne direction, finalement. Donc, une super belle découverte. Bon, là, c'est le plus récent de Morgana Dick. Je sais pas s'il y avait des personnages qui revenaient d'un livre à l'autre, parce qu'en fond, j'ai comme lu le dernier en premier, mais ça me donne vraiment envie de lire les autres. Comme je vous dis, c'est pas un coup de cœur juste parce que pour moi, ça s'est comme trop précipité à la fin. Je pense que comme la tension a été installée dès le départ, c'est pas comme si, disons, il y avait eu la grande mise en place qui est un petit peu plus typique norvégienne, des polars norvégiens que j'ai vus jusqu'à maintenant, une grande mise en place avec un rythme plus lent, et qu'après ça, dans le dernier quart, ça devient un thriller complètement haletant, puis on a peur pour les personnages. Là, la tension s'est quand même installée assez tôt. On avait quand même un peu peur pour les personnages principaux assez tôt. Donc, pour moi, c'était peut-être pas justifié d'attendre si tard pour les révélations. En même temps, ça fait en sorte que je l'ai dévoré complètement, donc pourquoi pas. Ça a sans doute atteint son objectif. Mais si jamais ça vous dit, c'est vraiment une plume que j'ai appréciée en ce qui me concerne. Oui, le contexte est quand même un peu plus, disons, charnu. C'est quand même un peu de chair sur l'os du contexte, parce qu'on parle de relations internationales, géopolitiques. Mais au bout du compte, ça reste quelque chose... ça reste quand même beaucoup plus écologique et humain ou inhumain que finalement géopolitique. Là, dans le fond, on arrive quand même à se dépatouiller. Donc, ayez peut-être pas peur de ça, mais moi, ça m'a beaucoup plu. Et je suis passée au bureau de poste et j'ai reçu, dans le fond, un petit colis de... Je sais pas si je peux vous trouver... Ouais, genre, on le verra pas, mais... Ouais, dans le fond, un petit colis de... Je sais pas si vous allez le voir... C'est Once Upon a Book. Donc, on va ouvrir ça ensemble. C'est ma fameuse petite pochette mensuelle. Et là, j'avais potentiellement les mots qui étaient, c'était, je pense, amitié, librairie. Je me souviens plus. Puis là, j'avais un peu regardé les sorties poches. Puis j'ai quelques idées, mais on va encore voir si je me suis trompée ou pas. Donc, voici la fameuse petite pochette. Voilà. Et là, le son est vraiment fort. Je suis désolée. J'avais envie d'être dehors. Donc, voilà, on va ouvrir ça. Et on va y aller avec peut-être, il y a des moustiques, avec le marque-page qui est plus, disons, je dirais, moyen-oriental. Donc, voilà. Et avec ceci. Donc, très joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais essayer de ne pas regarder c'est quoi le livre tout de suite pour voir si je me suis trompée ou pas. Comme petite... comme petite gâterie, je pense qu'il y en a un qui est arrivé vraiment en morceaux, mais je pense que c'est des biscuits nougatines. Donc, j'imagine que c'est des biscuits au nougat. Ensuite, on a des petits thés encore des jardins de Gaïa. Ah, thé vert menthe, c'était un petit peu plus dans mon terrain de jeu, celui-là. Les autres, c'était plus détox, puis je suis moins détox. Donc, voilà pour les petites gâteries. Et on arrive enfin au livre. Ah, qui est quand même une bonne liste. Est-ce que c'est... Ah oui, c'est ce que je pensais. Bon, parfait.
J'avais le choix entre deux. Un truc qui était vraiment pour les librairies, puis sinon celui-là qui se passe dans une bibliothèque que j'avais lu, que j'avais vu passer en anglais. Je vais vous dire le titre en anglais, c'est The Reading List. Et je l'avais emprunté à la Bibli, finalement je l'avais pas lu parce que j'avais pas eu le temps. Puis ça me dérange pas de le lire en français. Mais là, ici, c'est Conseil de lecture pour âmes égarées. Donc de Sarah Nisha Adams. Et ici, chez J'ai lu, donc une bonne petite briquette ici quand même. Et bien écoutez, je vais vous lire, j'espère que ça ne va pas trop divulgacher. Non, je pense que ça va. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Excusez-moi, mais j'ai pas eu de me faire manger par les moustiques. Entre un père complètement absent et une mère en dépression, Aleisha n'a guère le temps de lire pour son propre plaisir. Mais les journées sont longues à la bibliothèque de Abbey Road où elle travaille. Et la mystérieuse liste de lecture qui s'est échappée d'un livre a éveillé sa curiosité. Alors, pour tromper l'ennui, elle parcourt les premières pages des romans mentionnés et découvre, en compagnie de Scout, d'Elizabeth Bennet et de tant d'autres, un monde insoupçonné. Quand un vieux monsieur, perdu entre les étagères remplies de livres, vient lui demander conseil, Aleisha trouve dans cette âme égarée un ami avec qui échanger sur ses lectures et surmonter ses peurs et ses peines. Car il n'est jamais trop tard pour commencer à lire, à aimer et à rêver. Donc voilà, ça me semble une lecture tout à fait intéressante. Je vais voir, peut-être que je me lancerai directement dedans. Je vais voir, là, parce que là, j'ai enchaîné 2 romans. Je vais voir si je peux le trouver en livre audio. Je vais regarder à quoi ça ressemble. Arrow Road, ça doit être britannique, oui. Je vais voir si la version française n'est pas trop pire en traduction. Ce serait le fun que je puisse le lire en français si j'ai la version française ici. Puis sinon, peut-être que je pourrais le trouver en livre audio en anglais, mais ça me tente vraiment bien. Alors, voici pour donc la fameuse petite réception du mois avec les petites gâteries. Donc, le marque-page, les petits thés et le petit sucre qui revient toujours un petit peu abîmé, mais ils me le mettent quand même. Habituellement, cette Once Upon a Book, ils ne mettent pas des gâteries à l'international, mais là, ils ont commencé, je pense, à en mettre un peu, fait que je peux pas chialer. Alors voilà, c'était ça pour ma petite réception surprise et mon petit compte-rendu de lecture. Puis ben, je vous en reparlerai si jamais je choisis autre chose comme lecture pour la suite de la semaine. Mais comme on est mercredi, actuellement, je veux finir mon contenu pour le vendredi, donc je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que je commencerai peut-être celui-là en livre audio, puis je vous en reparlerai juste dans le prochain vlog. Je vais voir. Mais de toute façon, on se reparle minimalement pour clore le vlog. Allez, à tout bientôt! Hey, bonjour! Alors, je vous prends en ce vendredi matin avant d'aller au boulot, un classique. Mais cette fois-ci, je ne suis pas dans la studio mobile, vous êtes surpris? Vous êtes surpris? Hein? Parce que finalement, en fait, j'ai réalisé que j'ai fait quand même pas mal de lectures cette semaine. Je me disais que j'allais faire une dernière lecture pour vous offrir ça dans le vlog, mais en fait, j'ai lu 2 romans, je n'avais pas réalisé plus trop graphique, donc je pense que ça va être suffisant pour ce vlog-ci. Donc, me voici pour clore cette épopée livresque de la semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis de peut-être découvrir des auteurs que vous n'aviez pas encore osé aborder. Que ça vous a donné envie d'oser le roman graphique parfois, hein, comme quoi on peut avoir vraiment des bons coups de cœur. Puis, ben, en fait, tout ce qui me reste à dire, c'est que j'espère que vous allez avoir des super bonnes lectures. Nous, on se retrouve bientôt et la queue de mon chat vous souhaite une excellente semaine à venir. Allez, à tout bientôt!